Bon, donc le thème de ce soir où je vais vous faire travailler, on va tous travailler. Ce soir, il n'y a pas que moi qui vais causer, ça va être surtout vous autant que moi. Le titre, c'est dans quel degré de liberté dans les actions du sujet. Ça vient d'où cette formulation? C'est le fait que dans le travail analytique, la règle fondamentale, l'analyste dit dites tout ce qui vous passe par la tête, la libre association. Je réfléchis aujourd'hui, est-ce que je vais mettre une cravate bleue ou une cravate rouge? Il y a énormément de cas comme ça où on a l'impression qu'on a un libre arbitre total et qu'on peut décider. Sauf que, effectivement, la question est-ce qu'il s'agit de vrais choix dans ce cas-là? Mettre une cravate bleue ou rouge, est-ce que c'est un choix au sens lacanien? Peut-être pas sûr, parce que si je mets une cravate rouge aujourd'hui, je peux mettre une cravate bleue demain. Donc il n'y a pas d'aliénation pour moi à faire un choix cravate bleue, cravate rouge. Par contre, si je décide de donner ma démission d'un travail, le temps ou alors de rester dans le même travail, si je décide si je suis au fond d'une prison, est-ce que je vais décider ou pas de me suicider, ou est-ce que je vais décider d'attendre d'être assassiné par des bourreaux? Autant de choix qui sont extrêmement aliénants. Et ce sont des choix où ce qui est en cause à ce moment-là, c'est non pas ce qu'on gagne lorsque j'ai une alternative. La question dans un vrai choix n'est pas de savoir ce que je gagne si je choisis la branche A de l'alternative ou la branche B, mais un choix humain, eh bien c'est le contraire, c'est-à-dire que si je choisis la branche A, qu'est-ce que je vais accepter de perdre en ne prenant pas B, et si je choisis B, qu'est-ce que je vais accepter de perdre en ne prenant pas A. Et c'est ce qui a permis à Lacan d'employer ce terme, le vel aliénant, c'est-à-dire qu'on est aliéné par le choix. C'est l'exemple qu'il donne étant la bourse ou la vie. C'est un choix humain, à savoir que celui qui est coincé dans une forêt par un bandit qui lui dit la bourse ou la vie, eh bien il a dans son choix, ou bien il perd sa bourse et il garde la vie, ou bien il perd sa vie et il perd sa bourse. Donc dans les deux cas, il y a une aliénation liée à ce choix. Donc la question qu'on se pose là, c'est comment remonter le cours de l'histoire à partir de la décision d'avoir choisi l'alternative A. Comment est-ce que j'ai été contraint de choisir l'alternative A et non pas l'alternative B? Donc tout ça fait quelques questions. Celle-ci, on va la voir un petit peu, disons que c'est un peu la fin du film. Comment c'est un petit peu la même formulation mais dite complètement autrement. Comment un langage formel détermine-t-il le sujet? Alors, et du coup, voilà, et la question que pose Lacan dans le séminaire, donc sur la fin de la lettre volée, qu'est-ce qu'il en est de l'automatisme de répétition? Alors, et une question subsidiaire qui n'est pas du tout subsidiaire, c'est est-ce que l'automatisme de répétition est-il gouverné par l'imaginaire ou pas? Parce que, bon, si on reprend l'exemple de la cravate bleue ou rouge, eh bien évidemment, il y a une dimension esthétique. Ah bah oui, avec le costume que j'ai, il vaut mieux une cravate rouge qu'une cravate bleue. Donc il y a une dimension de l'image de mon corps que mon miroir me renvoie. Et on peut avoir la sensation que
on peut avoir la sensation que c'est l'imaginaire qui gouverne l'ensemble des choix. Que ce sont presque des choix esthétiques ou des choix, ah bah oui, mais si je décide d'abandonner ce travail et d'en prendre un autre, eh bien je pense que je m'en sortirai mieux, que l'image de moi sera meilleure, enfin il y a beaucoup d'éléments comme ça dans une position qui va s'avérer ensuite être naïve. Il y a une dimension qui peut paraître tout à fait imaginaire. Alors maintenant, voilà. Alors, si maintenant il s'agit un peu de prendre un peu au pied de la lettre ce que Freud et Lacan nous amènent là, qui est le mécanisme de l'automatisme de répétition. Parce que si on regarde bien, on peut avoir l'impression qu'on est dans des choix, sauf qu'éventuellement on est dans un automatisme de répétition. Ah, ben je choisis toujours le même genre de femme. Ah, ben je choisis toujours le même genre de repas. Hein. Moi, personnellement, quand je vais dans un restaurant que je connais, je choisis toujours la même chose. Je peux relire toujours les mêmes livres. Ou revoir les mêmes films, par exemple. Hein, et ce qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants, et quand j'étais enfant c'était pareil, hein, j'aimais bien qu'on me raconte la même histoire tous les soirs, mais exactement la même, avec les mêmes mots. Hein, il s'agissait surtout de rien dévier. Donc là, il y a toute une dimension d'automatisme de répétition et qui est en œuvre. Là, c'est pas au niveau du symptôme, mais ça peut être évidemment au niveau du symptôme. Hein. Alors, s'il y a un mot automatisme, eh ben, n'ayons pas peur des mots. S'il y a automatisme, ça veut dire qu'il y a de l'automate. Hein, et c'est sûr, et Lacan a bien insisté sur cette dimension d'automate, alors que parler d'automate quand il s'agit d'être humain, ça fait tâche et ça ne plaît pas tellement. Alors, voilà. Alors, donc, on va essayer de... donc, déjà, avant d'aller plus loin, essayons déjà de donner une ébauche de réponse à cette question. Est-ce que l'automatisme de répétition, est-ce qu'il est gouverné par l'imaginaire ? Alors, s'il n'est pas gouverné... Bon, si on prend les cas extrêmes hein, de l'époque nazie, puisque malheureusement c'est à la mode en ce moment, quelqu'un un résistant qui est en prison et qui sait qu'il va être exécuté le lendemain, ses degrés de liberté sont extrêmement réduits, hein, bien sûr, mais il va peut-être pouvoir éventuellement écrire une lettre à sa famille. Hein, prenez l'exemple de Guy Moquet et d'un certain nombre. Alors, si on prend l'exemple de Guy Moquet, c'est celui qui me vient en tête, où il a écrit comme ça une lettre, c'est quand même, il me semble extrêmement naïf de dire que cet acte qu'il a fait relèverait de l'imaginaire. C'est une articulation qui est un véritable choix aliénant. Hein. Il va être exécuté quand même, mais vous voyez, on est à nouveau dans le cas de la bourse ou la vie, hein, où le choix n'est pas celui-là, c'est ou bien tu meurs sans écrire de lettre, ou tu meurs en écrivant une lettre. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est complètement articulé au cœur de l'humain, et qui n'est pas uniquement imaginaire. Alors, c'est ça qu'on va essayer de démontrer grâce à vous. Alors, bon, ça c'est peut-être une conclusion, je la mets là tout de suite, hein, que la répétition et donc son automate serait de l'ordre symbolique, hein, et c'est ça qui est poignant quand on lit des textes de gens qui vont être exécutés, c'est ça qui est tout à fait poignant, c'est qu'on sent bien qu'ils sont au cœur de l'humanité.
Alors maintenant, la question est comment est-ce qu'on fait pour faire de la pas de la rétroaction, mais comment va-t-on faire lorsqu'un acte est commis? Comment va-t-on faire pour remonter le temps, pour essayer d'analyser les éléments qui ont conduit à cet acte? Alors, on ne va pas entrer dans des histoires dans notre histoire ou des histoires de patients. On va essayer, en suivant Lacan, en essayant de le suivre pas à pas, on va essayer d'entrer dans un raisonnement complètement formel. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Alors, mais heureusement, on va démarrer sur des travaux pratiques. Alors, si on prend l'exemple du jeu de pile ou face, rien n'est plus simple et aléatoire que de lancer une pièce. Et justement, si je lance une pièce et qu'elle tombe sur pile, et qu'elle tombe même 5 fois sur pile, eh bien, c'est tout à fait contre-intuitif de dire ah ben maintenant je vais jouer face parce que j'aurai plus de chances que ça tombe sur face vu qu'il est déjà tombé 5 ou 7 fois sur pile d'un coup. Eh bien c'est un raisonnement fautif qui est bien connu des statisticiens. S'il y a eu 5 fois pile, eh bien qu'on jette la pièce, il y a encore une chance sur 2 pour que ça tombe sur face. Simplement, ce qui a faussé ce qui donne un raisonnement fautif, c'est de ne pas tenir compte que le fait que ça tombe 5 ou 6 fois sur pile à la fois était très peu probable. Donc on considère qu'on est aujourd'hui dans la réalisation d'un cas du passé qui était très très peu probable. Donc face à cette très très faible probabilité, eh bien maintenant j'ai à nouveau une chance sur 2 pour que ça tombe sur pile ou sur face. Alors, mais ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'avec un jeu aussi simple que du pile ou face, eh bien la dimension historique est fondamentale. Alors, c'est là où je vais commencer à vous mettre à contribution. Il faudrait que quelqu'un d'entre vous ait une pièce de monnaie et puis qui va l'utiliser un certain nombre de fois. On va prendre une page nouvelle parce que la page va se remplir. Alors, on va prendre une convention. Hein. On va prendre une convention. On va dire que si la pièce tombe sur pile, eh bien, on va mettre un signe plus, et si elle tombe sur face, on va mettre un signe moins. D'accord ? Et puis, donc vas-y, lance la pièce, et puis tu dis sur quoi elle tombe. Oui, voilà, alors face, ça je suppose que voilà, ça doit être pile, là où il y a l'argent, et là c'est la face, voilà. Alors vas-y, tu la lances. Je te préviens, tu vas être obligé de le faire 30 ou 40 fois minimum, oui. Donc, voilà. Alors là, face. Donc face, on a dit que c'était moins. Voilà. Ok. Recommence, vas-y. Face. Plus. Voilà. Face. Ah merde. Attends, j'ai fait une erreur. Heureusement, j'ai une gomme spéciale. Ça, c'est ma gomme. Voilà. Hop. Donc là, tu m'as dit face, hein? C'est ça? Oui. Voilà. Ensuite, face. Voilà. Ensuite. Pile.
Pile, c'est plus. Ensuite, plus. Il faut le faire beaucoup de fois de façon à ce que ça ait un intérêt. Face, moins. Moins. Face, donc moins, il faut que je mette là. Pile, donc c'est plus. Face, c'est moins. Moins. Pile, on va faire 4 rangées. Pile, c'est plus. Moins. Plus. Plus. Face, c'est moins. 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 Plus. Moins. Face, c'est moins. 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 Plus. Et puis une bon, ça fait rien, on essaiera de tasser. Vas-y, pile. Pile, c'est plus. 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 Moins. Pile, c'est plus. Moins. 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 Ok. Alors, déjà, on va voir si on est à peu près dans la moitié. Il y en a 1, 2, 3, 4, 1. T'as compté ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc on a fait 36 coups. Et on compte les moins, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 22. Donc il y a 22 fois moins, c'est ça, et la différence, ça fait 14 fois plus. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a fait déjà ? Parce qu'on va voir comment les façons les plus simples d'écrire ce qu'on a fait. Alors, ce qu'on a fait, on a... Je vais faire sur la page précédente. Qu'est-ce qu'on a fait ? On avait deux possibilités. Je vous dis ça parce que ça va nous servir pour la suite, pour expliciter. On avait pile et on avait face. Alors, ça, ce sont des états. Hein. C'est une fois que tu l'as lancée, elle tombe sur un côté ou l'autre, le côté pile ou le côté face. Alors, une fois qu'elle est sur pile, éventuellement, elle peut revenir sur pile au coup d'après. Donc, c'est-à-dire, ça va faire quelque chose comme ça. Une fois qu'elle était, si elle était sur pile, elle peut tomber sur face. Une fois qu'elle est sur face, elle peut revenir sur pile. Ou bien quand elle est sur face, elle peut refaire face plusieurs fois. Donc là, cette représentation, c'est ce qu'on appelle un graphe d'état fini. Je vous le note parce que tout va tourner autour de ça. Hein. Ce qu'on appelle un graphe d'état fini. C'est-à-dire que c'est un graphe parce qu'on peut le parcourir. Hein, vous voyez, on peut se promener en suivant les flèches. D'état, puisqu'on a des états, et fini parce qu'on n'en sort pas. Hein, on est forcément dans ce
à l'intérieur de ce graphe. Le nombre, parce qu'il y a des graphes infinis, celui-là est fini, puisqu'il n'y a que deux. Il n'y a que deux états, il y a 1, 2, 3, 4, il y a quatre transitions et il y a deux états. Voilà, c'est le graphe le plus simple. Bon, je vous présente ça surtout pour vous sensibiliser à ce que c'est qu'un graphe d'état fini. Donc là, jusqu'à maintenant, on peut penser que... alors je reviens dans mon autre dessin. On peut penser que c'est tout à fait aléatoire. Bon, là, on n'a pas lancé suffisamment de coups pour qu'on ait à peu près autant de piles que de faces, mais c'est pas gênant, c'est normal, puisqu'on n'a fait que 36 coups. Voilà, maintenant, la deuxième étape va consister à dire... on va s'intéresser à ces états, mais on va les prendre 3 par 3. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de curseur. Vous voyez, je vais essayer de le faire avec mes doigts. On va avoir un curseur qui regarde 3 valeurs et puis qui ensuite va avancer d'un cran. Puis à nouveau d'un cran, puis d'un autre cran, etc. Il va se promener. Et puis on va catégoriser ce qu'on rencontre. Et si je vous dis un petit peu vers quoi on va arriver, on va s'apercevoir que les valeurs qu'on va trouver vont dépendre complètement des états antérieurs. Alors, je n'aurai pas beaucoup de place, mais on va le marquer là-haut. Je vais effacer ça et puis on va pouvoir écrire un peu une règle. Donc je vais écrire une règle. Alors voilà, donc on parlait tout à l'heure avant le début de Chomsky. On va utiliser ce qu'on appelle des règles de réécriture. C'est-à-dire qu'on va définir ce qu'on appelle une grammaire. On va définir une grammaire. Allez, donc qui dit grammaire dit syntaxe. On va définir une grammaire et une syntaxe. Alors, la grammaire et la syntaxe que nous propose Lacan dans son séminaire, c'est la règle suivante. On va dire, si je suis en présence de 3+, si je suis en présence de 3+, eh bien, ou bien de 3-, c'est-à-dire les 3 équivalents, les 3 qui sont les mêmes, eh bien, je vais pouvoir réécrire ça... je vais pouvoir réécrire ça avec le chiffre 1. D'accord ? Bon. Quoi ? Non, mais c'est une règle. C'est une règle. Je dis, si j'ai 3+ ou si j'ai 3-, eh bien, je donne le chiffre 1. Oui, d'accord. C'est arbitraire, là. C'est oui. De Chomsky ou de Lacan ? De Lacan, mais les deux. Parce que, disons que le fait d'employer une réécriture, ça vient de Chomsky. Et là c'est une instantiation que Lacan a fait du travail de réécriture qu'avait fait Chomsky. Deuxième possibilité, soit j'ai plus, moins, plus, ou bien donc quelque chose d'un peu symétrique, ou bien moins, plus, moins, eh bien je le note 3. D'accord ? Si j'ai maintenant des choses un peu plus asymétriques, plus, moins, 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 plus, 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 moins, ou moins, moins, plus, eh bien, je vais le noter 2. D'accord ? Bon. Alors, maintenant, qui c'est qui s'y colle ? Alors, donc là, donc j'ai mon petit truc qui se promène, hein, j'ai mon curseur qui dit moins, moins, plus. Alors, moins, moins, plus, c'est 2.
On va l'écrire d'une autre couleur, comme ça. Donc ici j'ai un 2, on est d'accord, qui tient compte de ça. Après 2 aussi. Donc après, j'ai moins plus moins. Oui, c'est le curseur se déplace d'un cran chaque fois. Voilà. Ouais, donc là, ici, c'est 3. 3. Là, plus moins, ça fait 2. 2. Après, moins, plus 2. Oui. Après, moins, plus 2. 2. Plus, moins 2. Oui. Plus, moins 2. Oui. Moins. Gérard, il prend la suite parce qu'il va... Alors, moins. Non. 1. Alors, ensuite, on a moins plus 2. Ensuite, moins plus moins 3. Ensuite, plus moins 2. Ensuite, 2. 2. 2. Plus moins plus 3. 2. Alors, plus moins 2. 2. Oui. Oui. 2. 3. 2. 1. 1. 2. Et ensuite le dernier. Moins plus 2. 1. 1. 2. 3. 3. 2. 1 et 1. OK. Voilà. Donc. Alors, c'est un procédé d'économiste. Oui, on peut dire ça, oui. Alors, on peut les nommer, on va dire que ça, c'est une forme symétrique, hein, ou 3 identiques, là c'est symétrique, et ici on peut dire que c'est bizarre. Hein, Lacan emploie le terme odd en anglais, qui veut dire impair, hein, mais ce que nous on pourrait traduire en français en disant c'est bizarre. Alors, maintenant, vous avez vu que j'avais dessiné ici un graphe d'état fini, donc qui est le plus simple, qui est, on va dire, on va donner. Donc ça, c'est le temps, ou la phase, on va l'appeler, on va mettre la transformation 0, hein, puisque là on démarre, c'est pas encore une transformation, on est parti simplement du jeu d'avoir lancé des pièces. Là quand même, vous voyez qu'on a vu les choses un peu différemment. Ici, on a fait une transformation déjà nettement plus compliquée, on va l'appeler transformation 1. Hein, c'est-à-dire qu'on les prend 3 par 3 et on glisse. D'accord ? Hein, vous voyez qu'on est passé d'une succession de plus-moins à une succession de chiffres. Alors, maintenant je vais refaire le graphe d'état fini de cette transformation. Alors, malheureusement, j'ai qu'une seule page, donc on va. Alors.
Donc on a, là pour le coup, on a trois états. Hein, on a trois états. On a l'état 1, on a l'état 2 et on a l'état 3. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Le 1, on a vu que c'était plus ou moins. Mais s'il y a d'autres plus qui s'accumulent, on voit bien que on peut reboucler. Hein, si j'ai plus, ok, et j'ai encore un plus derrière, je reste dans l'état 1. Hein, on est d'accord, hein, je vais le réécrire au-dessus. Si j'ai le cas de figure, si j'ai ce cas de figure, ici j'ai un 1 et quand j'arrive ici j'ai un 1 encore. Donc je reboucle. D'accord? Si derrière il s'avère que j'ai un moins, eh bien à ce moment-là, vous voyez que là je vais basculer dans l'état 2. Hein, je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. C'est bien l'état 2, hein, celui-là. D'accord. Donc là je toque, j'ai la condition. Alors, j'ai la condition ici qui fait que je bascule dans l'état 2. Et là, regardez, si j'ai à nouveau un autre moins ici, je reste à nouveau dans l'état 2. N'est-ce pas? Donc, ici, je peux aussi reboucler dans l'état 2. D'accord? Si j'ai à nouveau un moins ici, vous voyez que je reviens dans l'état 1. D'accord? Par contre, si j'étais dans l'état 2 et que ici j'ai un plus, d'accord? Oui, c'est pas très joli, mais on va le faire plutôt comme ça. Si j'ai un plus ici, vous voyez que je passe dans l'état 3, n'est-ce pas? Donc là, je passe dans l'état 3. Et ensuite, quand je suis dans l'état 3, s'il y a une inversion du signe, si j'ai à nouveau un moins derrière, eh bien je vais revenir dans l'état 2. Mais si j'ai à nouveau une bascule plus-moins, je vais aussi pouvoir basculer comme ça. D'accord? C'est clair ou pas? Voilà. Donc là j'ai fait... Tu peux pas passer du 3 au 1. Ah, voilà. Alors, tu ne peux pas passer du 3 au 1, exactement, directement. Parce que, pourquoi? Parce que, si on regarde la grammaire, le 3, c'est une forme plus, moins, plus ou moins plus. Tu ne peux pas directement passer en 3, les 3 identiques. Puisque tu vas rajouter 1 ici. Donc quand tu vas rajouter 1 ici, tu ne peux pas avoir les 3 de la même façon. Donc tu ne peux pas passer. Tu es obligé de passer par le 2. Donc il y a déjà un petit quelque chose, on voit qu'il y a une position intermédiaire qui est nécessaire. Bon, la question fondamentale là, est-ce qu'en faisant ce graphe-là, on a épuisé toute la substance et tout le savoir qui était dans notre petit jeu? Eh bien, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Regardez ce qui se passe si, au lieu de faire ce graphe-là, je le déforme un peu en me disant que quand même un plus moins ou un moins plus, si on vient d'ici ou si on vient de là, c'est peut-être pas les mêmes. Faisons cette hypothèse, regardons ce qui se passe. Dans ce cas-là, je suis obligé de modifier mon graphe en disant, ben voilà, on va le faire d'une autre façon. On va avoir 1 ici, on va bien avoir 3 ici, avec ces rebouclages qu'on a vus et qui sont toujours pertinents. Par contre, moi je dis, si on écrivait, si on dissociait ce 2,
eh bien peut-être on va s'apercevoir qu'il y a peut-être plus de savoir et plus de connaissances dans notre jeu. Alors dans ce cas-là, on va faire autrement. On va dire, ben, j'ai un état que je vais appeler 2A et j'ai un état que je vais appeler 2B. Alors déjà, comme on a vu que je peux passer de plus plus moins à moins plus plus, etc. Donc je peux avoir ici un passage du 2A au 2B qui correspond en fait à cette boucle-là. Mais je vais dire que... Alors comment je l'ai fait ? Alors il faut revenir un peu en arrière. On va dire par exemple que comment je l'ai noté moi ? Non, je vais le noter derrière. Je vais dire si j'ai par exemple plus moins moins, eh bien plus moins moins, je vais l'appeler 2B. Si j'ai moins moins plus, je vais l'appeler 2A. C'est pareil là, non ? Comment ? Les 2A, c'est pareil. Ah, quand tu les inverses de sens, tu changes la... Oui, voilà. Tu vas voir. Alors, on va voir comment... Donc... Du coup, oui, c'est ça. L'idée, c'est de dissocier ces flèches-là. Je dis que lorsque je viens comme ça, je viens sur le 2A. Ici, je viens sur le 3 comme ça, mais dans l'autre sens, je viens ici. Alors, comment ça avec cette règle-là, il m'en manque 2 d'ailleurs. Il m'en manque 2. Il me manque moins plus plus. Ah oui, voilà. Moins. Ici, il y a également, donc je le marque là, hein, il y a moins plus plus aussi, qui va être 2B. Moins plus plus. Et puis, plus plus moins, on va le mettre sur 2A. Donc on va modifier on va rajouter ça sur nos valeurs ici. Donc j'avais dit, je vais reprendre on va l'écrire en vert. Donc moins plus, moins plus, moins, qu'est-ce que j'ai dit ? CA. Moins plus, CA. Ensuite ici j'ai plus moins, c'est A. B. Moins plus, c'est A. Moins plus, B. Ici, plus moins. Plus moins. Plus moins, c'est A. Ici, j'ai plus moins, B. Ici, j'ai moins plus, ça fait A. Plus moins, ça fait... Hein? Ah, c'est un, c'est excuse-moi. Non, c'est un là. 2. Ici, c'est quoi alors? Plus moins moins, c'est B. C'est B. Ici, le suivant, moins plus. A. B. Ensuite, plus moins A. Ici, moins plus B. Parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Hein. Ensuite, plus moins A. Plus moins B. C'est ça. Ensuite, ici, A.
plus moins moins B. Ici moins moins plus A. Et puis il en reste ici moins plus plus B. Plus moins A. Plus moins moins B. Voilà. Bon. C'est plus joli comme ça. Ça ne se simplifie pas. Donc, alors. Alors, qu'est-ce qu'on peut en... Alors, là, déjà, ce qu'on peut voir... Ce qu'on peut voir, c'est que en rajoutant ces deux états au lieu d'un, on peut savoir d'où on vient. Hein? C'est-à-dire que si je suis en 3, eh bien, je sais que je ne peux venir que de 3 ou de 2A venant de 1, mais pas de 2B. Oui, mais pas directement. Voilà, je viens forcément de ce côté-là. Je ne veux pas me perdre dans ce que je vous dis, parce que ça commence à devenir... Parce qu'on est obligé de faire encore 2 transformations. Alors, quand même, premier raisonnement. Là, on est toujours sur la transformation T1. Comme tu l'as fait remarquer, si on est en 3, on ne peut pas venir de 1 directement. Donc, on voit qu'il y a une liaison entre la mémoire et la loi. Il y a une liaison de la mémoire à la loi. Je trouve que c'est une très belle phrase de Lacan. En quoi est-ce que c'est vrai ? C'est que, donc, on voit bien que ici, chaque fois que je donne un numéro en rouge, eh bien, il est fonction des 2 états antérieurs. Et ici, ce que j'ai écrit là, c'est une loi. Oui, une loi arbitraire, mais une loi. C'est un arbitraire qui s'écrit. C'est un code ? Oui, bien sûr. C'est un code, c'est une règle formelle d'écriture, de réécriture. Hein? Donc, il y a une loi. Qu'est-ce que vous dites ? Marie dit, vas-y. Qu'est-ce que tu dis, Marie ? Non, une loi d'écriture. Une loi d'écriture. Oui, c'est une loi formelle. Hein, voilà, et qui fait que... mais vous voyez que donc c'est une loi qui est attachée à la mémoire. À la mémoire des 2 coups précédents. Ah oui, d'accord. Parce que bien sûr, comme on l'a tous remarqué, d'ailleurs c'était assez long, vous avez vu que de lancer des pièces, c'est long. Ça veut dire quoi que c'est long ? Ça veut dire que ça prend du temps. On ne peut pas lancer les 36 coups qui ont été faits, on ne peut pas les faire en une fois. C'est obligé de les faire les uns après les autres. Il y a une diachronie qui est structurelle à notre jeu. Ça prend du temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est la mémoire des coups précédents qui détermine la loi ? Ah non, justement, c'est ça qui est amusant. C'est que la loi, elle est d'abord inscrite. Voilà, c'est une très bonne question. Parce que tout est basé là-dessus. C'est qu'on écrit une loi, et ensuite on l'applique. Et en l'appliquant, on s'aperçoit que cette loi, eh bien, elle est fondée sur une mémoire. Tu as fait le choix d'une loi. Pardon ? Tu as fait le choix d'une loi. Oui, bien sûr. Ah, j'aurais pu choisir une autre loi, bien sûr. Comment tu l'avais posé la question ? Je disais quoi ? Oublié. J'ai oublié. C'est la mémoire. Tu me donnerais de l'eau, s'il te plaît ? Merci.
Oui, la mémoire des coups d'avant. Ma question, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la mémoire des coups précédents qui détermine la loi? Est-ce que c'est la mémoire des coups précédents qui détermine la loi? Absolument non, justement. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Il y a une loi écrite et après on l'applique en fonction de... Voilà. Et vous voyez que déjà... Pardon, attendez, pas tous à la fois, j'ai pas... précède la mémoire. Voilà, voilà. Et, oui, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous voyez que on commence déjà à se rapprocher de la notion de sujet, finalement. Parce que le sujet, il entre dans le... il naît et il se retrouve au milieu des humains, et il y a une loi qui lui préexiste. Il y a une mémoire et une loi. Et lui, dans sa... Et alors, attendez... Justement, c'est tout à fait fondamental. Si on prend l'exemple du sujet humain, le sujet humain entre dans l'existence et il est assujetti plutôt à la loi des humains. Et ensuite, il va donc se développer assujetti à cette loi. Et donc, il a sa mémoire, et, il a sa propre mémoire qui se fabrique. Il est structuré en fonction de la loi. Voilà, il va se structurer en fonction de la loi. Et c'est réciproque, ça peut se faire tourner à l'envers. C'est-à-dire que ça, vous pouvez aussi le faire marcher à l'envers. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez remonter le temps. Puisque ça, c'est du temps, hein. C'est du temps qui s'écoule. Hein. C'est une façon de se représenter la surdétermination du sujet par rapport à la loi symbolique. Voilà. Alors, ça va être encore plus net quand on va décrire la deuxième transformation. Lacan nous dit que la première transformation définit la liaison de la mémoire à la loi. La liaison de la mémoire à la loi. Et la première formulation, c'était entre mémoire et loi. Oui, bon, non, mais je reprends les mots de Lacan. C'est que cette transformation que j'ai appelée T1 lie la mémoire à la loi. Bon, est-ce que j'oublie des choses sur cette phase-là ou pas? Donc là déjà, vous pouvez constater déjà quelque chose. Vous voyez, on est parti de ce graphe d'état fini et on est arrivé à ce graphe-là. N'est-ce pas ? Alors maintenant, comme là c'est très simple pour le moment, on va compliquer les choses. On va envisager la deuxième transformation que nous suggère Lacan. Alors je vous dis tout de suite, puisqu'il le dit avant, donc je peux aussi vous le dire avant, quelle va être la fonction de cette deuxième transformation. Il dit cette transformation marque l'évanouissement de la détermination symbolique et la révélation de la nature du signifiant. Il nous dit que cette deuxième transformation est l'évanouissement de la détermination symbolique et la révélation de la nature du signifiant. Donc il y a un mouvement de bascule entre la détermination symbolique et le signifiant.
Alors, quelle est cette nouvelle transformation? Ça m'énerve parce que je sais qu'il y a un truc que j'oublie de dire là-dessus et qui ne me revient pas pour l'instant sur les coups précédents. Il y a quelque chose qui nous dit en plus, si je peux le trouver en 3 secondes et demie, sinon ça sera... Voilà, je vous lis en même temps la phrase que nous dit Lacan sur cette transformation T2. Nous allons voir à la fois comment s'opacifie la détermination symbolique en même temps que se révèle la nature du signifiant. Mais... Ah oui, bien sûr, bon Dieu, mais c'est bien sûr. J'oublie un truc très important. Voilà. Alors, il y a... oui, ça me paraissait trop faible ce que je disais sur le passage de là à là. Il y a un élément en plus. Qui n'est pas tout à fait évident à repérer. Voilà. Regarde, bon, laissons le premier parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passait avant. Mais on va s'intéresser justement à ces 2A, 2B. C'est 2B et 2A. D'accord? Alors, ici on a un 3 avant une série de 2, et ici on a un 1 après la série de 2. Ici on a un 1 avant un 2A et on a un 3 après. Ici on a un 3 et ensuite on a ensuite un autre 3 ici. Ici, on a ensuite un 3 et ensuite on a un 1. Ici, ensuite, on a un 1 et un 3 derrière. Ensuite, on a un 3, un 1. Ici, on a un 1 là et ensuite, on a un 1 à nouveau. Ici, on a un 1, un 3 et puis ensuite un 3, un 1. Alors regardez ce qui se passe. C'est que là, on a un nombre impair de 2. Quand on a un nombre impair de 2, on passe du 3 au 1. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 2. Il y a 5 fois 2. Ici, on a un nombre impair de 2, on en a 1, on passe du 1 au 3. Ici, on a 1, 2, 3, 4, on a un nombre pair. Et on passe du 3 au 3. Ici, on a un nombre impair, 1, 2, 3, on passe du 3 au 1. On continue, ici on a un nombre impair, on passe du 1 au 3. Ici, on passe du 3 au 1, on a un nombre impair. Ici, on a la 2. Regardez, 2A, 2B, et on a 1, 1. Et puis le dernier, ici, on a un nombre impair, on passe du 1 au 3. Ici, un nombre impair, on passe du 3 au 1. Donc... Attends, vas-y. Peut-être qui c'est qui a repéré cette affaire? C'est Lacan. C'est Lacan. C'est pas Chomsky, là. Mais non, Chomsky. Mais non, Chomsky, c'est un truc très très général qui est utilisé de par le monde entier pour faire des réécritures. Donc Lacan, il s'amusait à dire alors là, il y a 3 impairs, donc on passe final, là, il y a la gna. Voilà. Là, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est. Vous imaginez, me représenter ce
Oui, ça déjà. Voilà. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit qu'il y a une mémoire en plus. Là, vous voyez qu'il y a un autre élément de mémoire en plus. C'est-à-dire qu'il va se rappeler, le système va se rappeler s'il y a eu un nombre impair ou pair de 2. Hein? Attention. Ah oui, c'est un peu chiant ce truc, ça glisse. Et d'ailleurs, quand ils suivent un 3, quand il n'y a pas de 2, c'est 2 fois le même chiffre. C'est 2, 1 ou 2, 3. Répète, je sais pas. Et quand il n'y a pas de 2 intermédiaires, après un c'est 1 et après un 3 c'est un 3. Oui, oui, voilà. Voilà, on l'a forcément ici, hein, puisque vous regardez, quand on a un 1, si c'est pas un 2, c'est que c'est forcément un 1. Quand on a un 3, si c'est pas un 2, c'est que c'est forcément un 3. Donc là, vous voyez qu'il y a un élément d'histoire et de mémoire encore plus fort. Hein. C'est-à-dire que si j'ai un 3 et que je sais qu'il y a eu un nombre pair de 2, c'est que j'avais forcément un 3 avant. Vous voyez qu'il y a de la contrainte. Hein. Plus on rentre dans le détail, plus on s'aperçoit que ce n'est pas de la libre association, que ce n'est pas du libre arbitre. Hein. Pourtant, pour l'instant, j'ai mis qu'une seule loi très simple. Avec une seule loi très simple, vous voyez que je suis rentré complètement dans une historicité formelle. Bon, vous êtes d'accord ? Bon, alors maintenant on va attaquer la transformation T2. Alors, où est-ce que je l'ai noté, cette transformation T2 ? Alors, on va s'intéresser à l'aspect symétrique ou dissymétrique de nos 3 plus moins. Alors, si j'avais donc à nouveau, hein, c'est toujours le petit curseur qui avance. Hein, si j'ai une forme symétrique et que le coup d'après j'ai à nouveau une forme symétrique, eh bien, je vais appeler cela alpha. D'accord ? Alors, ça va correspondre au 1 qui donne un 1, au 3 qui donne un 3, au 3 qui donne un 1, 3 qui donne un 1, ou au 1 qui donne un 3. Hein, vous l'avez en tête, vous voyez. Hein. Je comprends pas pourquoi tu dis symétrique. Ah, attends. Non, page d'avant. Bon, on est d'accord que la forme 1, elle est un peu symétrique, quoi. Hein, c'est-à-dire, bon, appelons ça comme on veut, mais enfin, bon, là, quand on l'appelle comme ça, c'est symétrique, plus, moins, moins. Ça aussi, c'est symétrique. Ça aussi, c'est symétrique. Voilà. Donc, maintenant, je m'intéresse, puisque j'ai toujours mon curseur qui se promène, eh bien, j'écris tous les états. Hein, les états, on va dire que si j'ai un 1 et que j'ai à nouveau un 1, eh bien, c'est symétrique. Si j'ai un 3, à nouveau un 3, c'est symétrique. Si j'ai un 1 qui donne un 3, c'est symétrique. C'est symétrie sur symétrie. Bon, je ne m'explique pas bien. Ça, on va dire que cette forme 1, c'est une forme qu'on appelle symétrique. Cette forme-là, c'est une forme qu'on appelle symétrique.
Par contre, cette forme 2, c'est une forme dissymétrique. Mais le 1 ne peut pas donner un 3 directement. Attends. On ne sait pas. On va voir. Non, je sais, mais là, pour l'instant, à nouveau, j'écris une autre grammaire. J'écris une grammaire dans laquelle je dis, eh bien, si j'ai une forme symétrique, alors, donc voilà, donc les cas de figure, donc ils sont ceux-là. Que ce soit possible ou pas, ça peut être vide, un ensemble, il peut être vide. Hein. Donc je dis que il se peut, on va voir si c'est vrai ou pas, il se peut que ça et ça soient vides, c'est possible, mais je le définis dans ma grammaire. Donc je dis si je vais de symétrique sur dissymétrique, symétrique sur symétrique, je le note alpha. Maintenant, si j'ai dissymétrique vers une forme dissymétrique, je vais l'appeler gamma. D'accord? Alors c'est quel cas? Eh ben, c'est tout simplement 2 qui va vers 2. D'accord? Hein? Tu comprends pas? Le 3 vers le 1 symétrique et le 1 vers le 3 symétrique, je vois pas. Si, regarde. Une forme qui est comme ça, on peut dire que c'est une forme symétrique. Oui. Une forme qui est comme ça, on peut dire que c'est une forme symétrique. Voilà, bon ben c'est tout. Donc je dis maintenant que j'appelle alpha lorsque j'ai une forme symétrique et que j'arrive à une nouvelle forme symétrique. Point. Que ce soit celle-ci ou enfin, si je reprends. Mais peu importe. C'est pas grave. Dis-toi pour le moment que c'est un ensemble vide. Dis-toi pour le moment que c'est un ensemble vide, c'est pas grave. Pour le moment, on définit la loi. Après, de dire s'il y a une instance, c'est-à-dire si cette loi, elle peut s'instancier dans le réel, oui, si elle peut pas, mais c'est pas grave. Pour le moment, on définit la loi. Hein? Donc, forme symétrique, ce sont ces 4 formes-là. Forme dissymétrique, ce sont ces 4 formes-là. Bon, alors, non mais il faut que tout le monde soit d'accord, parce que... Tout le monde suit. Tout le monde suit avec. Moyen? Au niveau symétrique, c'est le 1 et le 3 de la tierce. Qui sont les mêmes, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on peut définir la symétrie. De chaque trio est le même. Si les deux extrêmes sont les mêmes, on dit que c'est... Voilà. C'est symétrique. Si les deux extrêmes sont les mêmes, on dit que c'est symétrique. Si les deux extrêmes sont différents, on dit que c'est dissymétrique. C'est comme si le milieu était un pivot. C'est plus clair? Mais alors pourquoi les 3 plus étaient considérés tout à l'heure comme dissymétriques? Non, symétrique. Non, au contraire, symétrique. Alors là, on en est à dissymétrique vers dissymétrique, qu'on appelle gamma, et c'est le cas 2 vers 2. On continue. On a maintenant le cas symétrique vers dissymétrique. Eh bien, on le note bêta. Toi, tu connais le film, hein? Voilà, alors ça c'est le cas, le 1 vers le 2, ou le 3 vers le 2. D'accord? Puisque le 1 et le 3 sont symétriques, le 2 est dissymétrique, on a une forme dissymétrique. Et l'inverse, dissymétrique vers symétrique, eh bien, c'est le delta. Et ça correspond au 2 vers le 1, ou le 1, ou le 2 vers le 3. Ok? Bon, et bien maintenant on va remplir les cases.
on va remplir les cases. Quoi? Alors vous l'avez noté parce qu'on n'est pas sur la même page, mais on va y arriver. Alors ici, donc on va à nouveau notre curseur qui donc a ces trois branches et qui se déplace. D'accord? Alors, et du coup on va voir si on tombe dans les impossibilités dont tu parlais. Alors, non, un coup d'avant, non? quoi? Ben non, puisqu'il n'y en a que deux là. Ah oui. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc important. C'est pas, voilà, on s'intéresse pas sur ce coup-là à ce qui se passe sur 2, mais on s'intéresse sur 3. Oui, voilà, j'ai oublié de vous dire le principal. C'est que c'est que dans ce cas de figure, c'est pas une symétrie sur 2, c'est une symétrie sur 3. Oui, oui. Ça fait partie de la loi aussi, ça. C'est une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi qui dit que je prends un triolet, hein, je prends trois chiffres et je m'intéresse au premier et au troisième. A priori, celui du milieu, je ne m'y intéresse pas. C'est-à-dire que là, je passe d'un 2 à un 2. Donc je passe de dissymétrique à dissymétrique. 2, non, le 1 c'est l'article, c'est pas le numéro. Je passe de 2 à 2. Ici, si je prends mon petit curseur à 3 cases. Je m'intéresse à ce qu'il y a sur mon index et mon quatrième doigt. Je vois que j'ai un 2 ici, que j'ai un 2 ici. Donc ça, c'est une forme dissymétrique. Et ça, c'est une forme dissymétrique. Voilà. Et ça s'appelle gamma. Donc là, ici, je vais prendre, on va le faire en bleu si on veut. Ici, j'ai gamma. D'accord? Ensuite, ici, j'ai 3, 2, 2. Donc, entre 3 et 2, ici, j'ai une forme symétrique vers dissymétrique. C'est-à-dire... Ah, tiens, attendez. Avant de faire ça, on va s'amuser à faire le graphe de ce que je viens de faire là. Hein? Après, on va l'appliquer là-dessus, mais on va d'abord faire le graphe, comme d'habitude, parce qu'un graphe d'état fini, ça rend compte de tous les états possibles. Dans la loi. Hein? Je peux pas dire comment, préalablement à une loi, on décide par exemple que ça va marcher par 3 et non par 2. C'est mes règles du jeu. D'accord, mais les règles du jeu, je les soupçonne d'être un petit peu calculées. Ah ben bien sûr. C'est pour montrer qu'avec certaines lois, eh bien, on contraint le sujet, hein, et on ramène le sujet à un système formel. Donc, le travail, ça a été de s'inspirer du sujet pour fabriquer des lois à partir des observations. Non, parce que on peut très bien dire que le sujet humain ne fonctionne pas avec ces lois-là. Quand même, il y a quelque chose d'intéressant parce Voilà. que c'est quand même ça, une formalisation mathématique de ce qui se passe pour le sujet traversé par la loi symbolique. La loi symbolique, il faut être droit. Parce que, et elle a tout à fait raison, parce que, et ça on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut appliquer avec une quatrième transformation, on peut l'appliquer sur le schéma L. Et qu'on peut retrouver tout le fonctionnement du schéma L avec cette loi-là. C'est ça qui est quand même très amusant. Oui, on sent bien quand même que ça concerne le sujet, ce truc-là.
ça paraissait parachuté comme ça. C'est important. Alors, regardez. Donc là, comment maintenant je vais faire le graphe d'état fini de cette loi? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, symétrique sur symétrique, ça s'appelle alpha. OK. Dissymétrique sur dissymétrique, ça s'appelle gamma. D'accord? Symétrique vers dissymétrique, ça s'appelle bêta. Et dissymétrique vers symétrique, ça s'appelle delta. Alors, remarquez déjà quelque chose. Vous vous souvenez que quand je vous ai fait ce graphe, si vous regardez le nombre de possibilités, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de chances, a priori, que ça tombe sur 2, si on enlève B. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de chances que ça tombe sur B que sur le... pardon. Il y a beaucoup plus de chances que ça tombe sur 2 que sur le 1 et le 3. D'accord. Maintenant, regardez. Hein? Regardez maintenant. Là, si on regarde bien ce graphe-là, a priori, il y a autant de chances, tel qu'il est dessiné là, il y a autant de chances, vous voyez, il y a un alpha, un bêta, un gamma, un delta, il y a autant de chances qu'au niveau combinatoire, qu'il ait autant de chances de tomber sur alpha, bêta, gamma ou delta. Il y a autant de branches. Là, vous avez vu que sur l'autre, il y a beaucoup plus de branches sur le 2 que sur le 1 et le 3, alors que là, il y a autant de branches partout. Donc, on va dire, c'est super, il va y avoir la même proportion de alpha, bêta, gamma, delta. Eh bien, pas du tout. Il va y avoir, et je vous donne un peu une avance sur le film, il va y avoir une énorme différence du nombre des occurrences possibles de alpha, bêta, gamma et delta. Alors, donc, ici, c'est le graphe d'état fini de cette loi T2. Voilà, T2. D'accord? Ça, c'est le graphe d'état fini de la loi T2. Il est simple, ça ne peut pas être plus simple. D'accord? Alors, maintenant, on va l'appliquer. Donc, ce que j'avais commencé à faire, on va l'appliquer. Donc là, on avait dit gamma. Alors, on continue. Le 3 vers le 2, c'est... Vous me le dites au fur et à mesure parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, c'est bêta. Ensuite, le 2 vers le 2, c'est gamma, je crois, non? Oui. C'est gamma? Oui, oui. Voilà. À nouveau gamma, oui. À nouveau gamma. Oui. Voilà. Ensuite, le 2 vers le 1, c'est delta. Le 2 vers le 2, c'est gamma. Le 1 vers le 3, c'est alpha. Alpha. Si, alpha. Alpha. Le 2 vers le 2, c'est gamma. 3 vers 2, c'est... Bêta. Comment? Bêta? Bêta. Le 2 vers le 2, c'est toujours gamma, gamma. Ici, 2 vers 3, Delta. Delta. 2 vers 2, c'est gamma. On continue. 2 vers 2, ici, c'est gamma. À nouveau, gamma ici. Non, je me suis gouré. Ici, c'est 3 vers 2. C'est quoi? Bêta. Bêta. Ici, ensuite, 2 vers 2, c'est gamma. Ici, 2 vers 1, Delta. delta. 2 vers 2, gamma. 1 vers 3, Alpha. alpha. Ensuite, 2 vers 2, gamma. 3 vers 1, Alpha. alpha. Ensuite, 2 vers 1, Delta. delta. Ensuite, 1 vers 2, Bêta. bêta. Ensuite, nous avons 1 vers 2, c'est à nouveau bêta, hein, je ne me trompe pas. Ensuite, nous avons 2 vers 1, Delta. delta.
2 vers 1, delta. 1 vers 2, on avait dit bêta, je crois. 1 vers 3, Alpha. alpha. 2 vers 3, Delta. delta. 3 vers 2, Bêta. bêta. 3 vers 1, Alpha. alpha. Et 2 vers 1, Delta. delta. OK. Alors, on va essayer déjà de les compter. Tiens, comme c'est sur la même page, tu notes? Je compte gamma. Alors, gamma, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. D'accord? Ça, c'est gamma. Ensuite, bêta, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Ensuite, gamma, c'est fait. Ensuite, delta, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et celui-là, 8. J'en ai oublié un, 8. D'accord? Et il reste alpha. Alpha, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dis-nous les... Donc alpha, il y en a 5. Alpha, il y en a 5. Delta, 8. D'accord, bêta 7. Et gamma, il y en a 12. Bon, c'est pas statistiquement valable, il aurait fallu le faire 100 fois. Hein, pour que ce soit... mais néanmoins, on voit apparaître une dissymétrie dans les proportions. Alors qu'il y avait, en regardant simplement le graphe, on a l'impression qu'ils sont tous... que les 4 possibilités sont de probabilité égale. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Alors, regardez bien. Alors, regardez bien. Si j'ai alpha au début, bon, c'est un peu lourd, hein, je suis bien conscient de ça, mais qu'est-ce que vous voulez, on va bientôt s'arrêter. Ce sera le gros. Voilà. Donc, si j'ai alpha, non, on va raisonner dans l'autre sens. Comment je fais pour arriver à alpha? Pour arriver à alpha, eh bien, je peux venir soit de alpha, soit de delta. Là, je raisonne en marche arrière. Hein? Donc, si j'ai alpha, eh bien, je ne peux venir que de alpha ou de delta. Vous êtes d'accord? Oui. Si j'ai bêta, je peux venir de quoi? Si j'ai bêta, je ne peux venir que de alpha ou de delta. Oui. Ou de delta. Voilà, donc je peux venir que de alpha ou de delta. Si j'ai gamma, eh bien je ne peux venir que de gamma ou de bêta. Et si j'ai delta, je ne peux venir que
si j'ai delta, je ne peux venir que de gamma ou de bêta. C'est bien ça. D'accord ? Donc là, c'est le terme qui me manquait tout à l'heure. Alors, on regarde là en marche arrière. Donc on regarde la rétroactivité de ces... Alors, il faut absolument que j'inclue cela, parce que c'est le plus important. Comment je vais l'introduire, ça? C'est le plus important. Et je ne sais plus comment l'introduire. Si j'ai... Alors, je vais l'écrire déjà, puis on va essayer de l'expliciter. Si on raisonne sur 3 coups, et puis après on va peut-être arrêter, parce que si j'ai alpha ou delta, c'est ça, si j'ai alpha ou delta, le premier coup étant alpha ou delta, j'ai alpha ou delta. Le deuxième coup, eh bien, on va le faire, que j'ai alpha, bêta, gamma ou delta, ça n'a pas d'importance. Parce que, par contre, le coup d'après, eh bien, je ne peux avoir que alpha ou bêta. Alpha ou bêta. Alors, on va essayer de voir si c'est vrai. Donc, j'ai un alpha. OK ? Donc, je suis là. Bon, là j'ai bêta. Ah oui, comment ça se fait ça? On va regarder sur le graphe. Quoi? Donc j'ai dit, si j'ai alpha par exemple, ensuite j'ai gamma, oui c'est ça, c'est trompeur, oui c'est ça, oui. Voilà, regardez bien. Là, ici, j'ai alpha. Vous voyez, j'ai gamma après et j'ai bêta ici. Donc, on est bien dans ce cas de figure. Si je prends un autre alpha, il n'y en a pas beaucoup, un autre alpha. Ici, j'ai alpha, j'ai gamma ici pour ce coup-là. Ben, là aussi, il y avait gamma. Et j'ai un alpha derrière. Ici, j'ai un alpha, j'ai un delta et j'ai un bêta. Donc, vous voyez, l'idée, c'est la suivante. C'est que le fait que j'ai un delta au milieu, un gamma, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, l'état interne, ben on va le faire avec un autre, on va le faire avec gamma, par exemple. Donc, j'ai dit, si j'ai gamma, eh bien, ici, je vais avoir un bêta au milieu, mais j'ai gamma après, qui est bien dans la règle. Ici, j'ai un gamma au milieu, et j'ai gamma. Ici, j'ai delta au milieu, et j'ai à nouveau gamma. Ici, j'ai alpha. Ici, j'ai bêta, mais j'ai toujours gamma. Ici, j'ai delta. Vous voyez que, quel que soit l'intermédiaire, eh bien, je suis contraint sur celui d'après. Donc, il y a une phase silencieuse
qui est une phase indifférente. C'est-à-dire que, et ça c'est tel que Lacan l'indique de cette façon-là, je vais le noter comme il l'indique, hein, parce que c'est tout à fait intéressant de le noter comme ça. Je vais le noter ici en bas. Il l'indique de cette façon-là. Il dit d'une certaine façon, si j'ai alpha ou delta au premier coup, au deuxième coup, je peux avoir alpha, bêta, gamma ou delta, et ensuite je suis contraint, je n'aurai que alpha ou bêta. Si j'ai gamma ou bêta au premier coup, au premier temps, hein, sont les temps T1, T2, T3. Eh bien, là à nouveau, que ce soit alpha, bêta, gamma ou delta, ça n'a aucune importance, tout est bon. Par contre, le coup d'après, je suis contraint avec gamma ou delta. C'est curieux. C'est comme s'il y avait du patent et du latent, ou du patent et du invisible. Il y a du visible, il y a de l'invisible. L'invisible correspondrait à l'incertitude, enfin ou alpha, ou bêta, ou gamma. Ou Voilà. On a l'impression, donc vous voyez, c'est là où ça rejoint un peu la problématique du sujet. Si on appliquait, on pourra le faire, mais je ne pense pas aujourd'hui, parce que je pense que c'est déjà assez dense. Si on il n'y a pas de libre arbitre en fait. On pourrait dire ça de cette façon-là. Oui, mais ça indique qu'il y a du déterminisme. Est-ce que ça voudrait dire que dans le symbolique, il y a du réel? Ou alors, est-ce que le symbolique est une façon d'écrire le réel? Là, c'est une question très difficile là, que tu poses. Je sais pas dire. En tout cas, on a ici, vous voyez simplement, alors là c'est la loi T2, hein, donc vous voyez qu'en écrivant deux lois, alors qu'on est parti, regardez quand même, moi j'aime bien, parce que je trouve que c'est très visible quand on utilise les... là le dernier est beaucoup plus compliqué, mais ça fait rien. Vous voyez, on part en fait de structures très simples au niveau graphe d'état fini. On arrive ensuite à un graphe comme ça, et on arrive à un autre que je n'ai pas dessiné, mais qui est basé sur cette règle-là, hein, qui est un graphe, lui, pour le coup, nettement plus complexe. Mais chaque fois, vous voyez que les graphes correspondants sont des façons d'écrire la loi, enfin de présenter la loi. Hein. Et donc dès qu'on est contraint comme ça dans une loi, eh bien le nombre de degrés de liberté est réduit. Hein. Vous voyez, et ça se propage. Moi, je trouve que celui-là est très intéressant parce que apparemment, j'ai tous les choix possibles, puisque regardez, je peux faire alpha, bêta, gamma ou delta. Par contre, si j'avais ça avant, je ne peux avoir que ça derrière. Donc c'est pas en regardant sur un coup en arrière que je peux savoir quels sont mes degrés de liberté. C'est en regardant plusieurs coups. Alors ça, ce sont des règles simples. On peut concevoir que pour l'humain, évidemment, c'est plus complexe. Hein. Mais en tout cas, ça indique qu'avec le fait d'écrire une loi, ça conditionne le sujet. Tout n'est pas possible. Pas tout est possible. Absolument. Ce n'est pas la même chose. Non, bien sûr. Non, c'est une faute de français quand on dit tout n'est pas possible. Si on regarde logiquement, ça veut dire que rien n'est possible. Tout n'est pas possible. Alors que si tu dis pas tout est possible, c'est une erreur courante quand on parle en français courant, quoi. On le dit souvent, pour dire pas tout est possible, on dit tout n'est pas possible. Oui, ça revient, bon, si on
transpose dans les affaires cliniques, ça fait penser que pour fabriquer une psychose, il faut 3 générations. Ah oui, voilà. Et puis on peut aussi dire là, en l'occurrence, que finalement le symbolique, il a finalement toute son autonomie, il est autonome, quoi. Dès l'instant où on a écrit une loi, il y a quelque chose qui tourne tout seul et qui a acquis sa propre autonomie signifiante, on va dire. Oui, c'est l'automatisme. Voilà. Alors voilà, effectivement, donc on voit qu'on on retombe dans l'automatisme de répétition, hein, puisque si on a alpha bêta, eh bien on était forcément 2 coups avant dans gamma ou delta, ou bêta, enfin bref, delta. Mais dans les lois que tu énonces, il y a une part de... Si tu as alpha, tu ne peux avoir avant que alpha ou delta. Donc tu reviens, c'est de l'antériorité. Mais tu énonces aussi des lois où selon ce que tu vas avoir après, ça conditionne ce que tu as... Enfin, le coup d'après, ça conditionne ce que tu as 2 coups après. Répète. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, tu énonces des lois qui sont, par exemple, alpha. Si tu as alpha, tu ne peux avoir avant que alpha. Voilà, sont dans la rétroactivité. Oui. Et puis dans la dernière loi, ou règle énoncée, si dans le T1, tu as alpha ou delta, T2, tu as un des 4, mais en T3, tu ne peux avoir... Voilà. Mais là, donc c'est du côté... Oui, c'est la même. En fait, c'est la même loi écrite en marche avant ou en marche arrière. Hein. C'est la même. Hein. C'est les deux mêmes, hein, celle-là. Ça et ça, ce sont les deux mêmes, en fait. Hein. Mais celle-là est plus générale, en fait, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, l'état médian, il est quelconque. Hein, vous voyez, hein, si tu reprends là, regarde, si tu prends alpha, regarde Philippe, si tu prends alpha, que tu remontes 2 coups, tu vas avoir alpha ou delta. Ce qui est sûrement ce que j'ai donné. En principe, j'espère que c'est ce que j'ai noté. Oui, voilà. Si tu prends bêta, tu remontes 2 coups, tu vas avoir alpha ou delta. Si tu prends gamma, tu remontes 2 coups, tu vas avoir gamma ou bêta. Et si tu prends delta, pareil, tu vas avoir gamma ou bêta. C'est 2 façons d'écrire la même loi, soit tu l'écris en marche avant, soit en marche arrière. Bon, on va arrêter là. Simplement pour vous indiquer que la troisième transformation, la T3, c'est de dire, ça lui est venu plus tard, hein, à Lacan, en 66, après apparemment des discussions, c'est de dire, après tout, amusons-nous à, comment il le dit, disons que, je vous l'ai écrit, si ça vous amuse après de le lire dans le texte, ou ça vous éclairera peut-être un petit peu. J'écris ça et puis on s'arrête tout de suite derrière. C'est de dire, remplaçons à nouveau... alors là c'est une réécriture ultra simple, mais qui a des conséquences majeures. La règle ici, c'est de dire, si je rencontre bêta, eh bien je vais le réécrire avec une parenthèse ouvrante. Si je rencontre delta, je le réécris avec une parenthèse fermante. Si je rencontre alpha, je le réécris avec un 1, et si je rencontre gamma, je le réécris avec un 0. Donc ça va faire toute une série. Est-ce qu'on se prend 2 secondes pour le réécrire là-dessus on se prend juste... Non mais... Hein? D'accord. Ok. Donc là, ça va faire une transformation ici où on va voir apparaître toute une série de parenthèses
et des 0 et des 1. Et l'intérêt, c'est que Lacan, à ce moment-là, arrive à plaquer ces parenthèses et ces 0 et 1 sur le schéma L, en décrivant les moments silencieux, les moments de refoulement, les différentes phases, le moi, la scansion entre le A et A', etc. Hein, ça fait une autre réécriture qu'il arrive à utiliser. Voilà. Peut-être que ça, la prochaine fois, tu pourras nous montrer le schéma L. Oui, oui, on peut continuer là-dessus. Hein, on peut continuer. Là, on va arriver à quelque chose qui nous est un petit peu plus familier. Et là, c'était dans quoi, là? C'est au niveau des écrits? C'est dans la fin de. C'est un chapitre ajouté. C'est un chapitre ajouté à la lettre au séminaire sur la lettre volée. Oui, quand je voyais ces choses-là, je sautais parce que vraiment j'étais incapable de lire. Je dis oui, celui-là. Voilà, oui, c'est ce que. Oui, d'accord. J'ai rien inventé là. Hein. Voilà. Bon, voilà. Et vous avez des commentaires ou des questions avant qu'on arrête ou... Simplement le 0 et le 20, l'apparition, la disparition du signifiant. Bon, on verra ça une autre fois hein, parce que parce que c'est pas simple. Le résultat au final, le 0 et le 20, est-ce que ça recoupe la question d'apparition, disparition du signifiant? Ce qu'il note, lui, c'est... Bon, non, je ne vais pas raconter maintenant. Hein. Mais enfin, il y a du temps du sujet, du trait unaire. Il y a pas mal d'éléments qu'il arrive à piocher entre les 0 et les 1 et les parenthèses qui s'ouvrent et qui se ferment. OK? Bon, ben voilà. Je ne sais pas quand c'est.